La guerre en Iran a le potentiel de complètement paralyser la Russie. Il y a plusieurs aspects du conflit qui menacent directement la place de la Russie sur la scène mondiale, que ce soit sur le plan économique, géopolitique, militaire ou même démographique. De plus, l'implication accrue des États-Unis, le président Donald Trump ayant presque déclaré la guerre à l'Iran, met la Russie dans une position plus précaire que jamais. Voici quelques points critiques. La machine de guerre russe risque de perdre en raison des bombardements continus sur l'Iran. Tout d'abord, il n'est pas vraiment surprenant que l'Iran ait été un fournisseur régulier de drones pour la Russie. Dès que l'Ukraine a repoussé l'invasion initiale dans les premières semaines après l'assaut sur Kiev, la guerre est devenue un conflit d'usure. La Russie n'hésitait pas à envoyer ses hommes et son vieux matériel au combat, en espérant le meilleur. Mais les drones se sont avérés être une arme bien plus efficace dans ce rôle. Les capacités des drones russes se sont avérées très insuffisantes face à la flotte ukrainienne en constante croissance. Moscou épuisait ses missiles conventionnels et ses munitions guidées de précision à un rythme insoutenable. Cela a fait des drones l'une des principales exportations de l'Iran. Voici quelques chiffres à ce sujet. Entre septembre 2022 et septembre 2024, la Russie a lancé plus de 8000 drones Shahid fabriqués en Iran sur des cibles ukrainiennes. Ces mobylettes volantes, comme les appellent les Ukrainiens, sont devenues l'épine dorsale de la campagne de terreur russe contre les civils et les infrastructures ukrainiens. L'Iran a d'abord fourni à la Russie jusqu'à 3000 drones, principalement le modèle Shahed 136, qui coûte environ 20 000 à 50 000 $ chacun. C'est une bonne affaire comparée aux centaines de milliers de dollars que coûte chaque missile intercepteur utilisé par l'Ukraine pour les abattre. Le Shahed 136 est un chef-d'œuvre d'armement longue portée, à usage unique et rentable. Chaque drone fait de mousse, de papier et de contreplaqué, mesure environ 3,30 mètres de long, avec une envergure de 2,40 mètres et transporte une ogive de 50 kg à son nez. Le cerveau du drone comprend un capteur de la taille d'un bonbon pour la toux, qui mesure chaque mouvement, et une unité système de positionnement global de la taille d'une carte de crédit captant les signaux micro-ondes des satellites de navigation. Son moteur de 50 chevaux produit le son distinctif qui a donné à ses armes le surnom de mobylette volante, ou de tondeuse volante. Mais le vrai génie se trouve dans leur concept opérationnel. Ce ne sont pas des armes de précision, mais des outils de guerre économiques conçus pour submerger des systèmes de défense coûteux, avec des attaques bon marché et jetables. L'attaque de Shahid force l'Ukraine à utiliser des missiles intercepteurs donnés par l'OTAN, dont la valeur est 10 à 20 fois supérieure à celle du drone entrant, créant ainsi un rapport coût-efficacité intenable qui épuise lentement. Les défenses aériennes ukrainiennes s'épuisent. La Russie, reconnaissant rapidement la valeur stratégique des drones et les limites de production de l'Iran, s'est efforcée d'adopter cette technologie sur son territoire. Dès juin 2023, Moscou a établi une usine de fabrication de drones à Yelabuga, au Tatarstan. Les Russes ont rebaptisé le Shahed 136 en Gérant 2 et ont commencé la production de masse avec l'assistance technique iranienne. Avec l'énorme somme d'argent que la Russie peut injecter dans ses industries, près de 40% de ses dépenses publiques étant consacrées au complexe militaro-industriel. Selon certaines sources, le pays aurait produit localement plus de 10 000 drones d'ici fin 2024, soit plus du triple de ce que l'Iran aurait vendu pendant toute la guerre. Mais la production nationale de la Russie fait face à des goulets d'étranglement critiques que la guerre en Iran ne peut qu'aggraver. La production dépend des ingénieurs et techniciens iraniens, qui apportent une expertise cruciale dans la navigation, l'assemblage des ogives et le contrôle qualité. Les efforts russes pour rétroconcevoir la technologie ont été entravés par des difficultés d'approvisionnement en composants électroniques, notamment les systèmes de positionnement global et les logiciels de contrôle de vol nécessitant des mises à jour constantes. En conséquence, les variantes Gérant de la Russie présentent des taux d'échec plus élevés, encore plus que les originaux produits en Iran. Lors de récentes attaques majeures, la Russie perd environ 82% de ses drones et missiles. Cela est probablement dû en partie à des composants de moindre qualité, permettant aux contre-mesures ukrainiennes de les dévier vers des champs stériles. L'usine de Yelabuga a fait face à des pénuries récurrentes de main-d'œuvre, poussant Moscou à embaucher des étudiants et des travailleurs étrangers pour atteindre les quotas de production. Ces travailleurs n'ont pas les connaissances spécialisées que les techniciens iraniens apportaient au processus de production. De plus, les drones longue portée de l'Ukraine sont maintenant plus performants que jamais. En juin, l'Ukraine a mené l'opération Toile d'araignée, infiltrant des drones sur 2200 miles en Russie, pour cibler des bombardiers stratégiques cruciaux. Il est logique de penser que le même effort pourrait être reproduit pour toute installation de production, menaçant constamment la fabrication de drones en Russie. Cependant, l'Ukraine ne peut pas effectuer de frappe précise contre l'Iran. Il y a de nombreuses raisons à cela.
Mais tout se résume au fait que la production et l'exportation de l'Iran étaient l'un des rares moyens sûrs. La Russie a intégré des drones efficaces dans ses forces, tandis que l'Iran ne peut plus exporter des drones Shahid vers la Russie. Avec les F-35 américains d'Israël ciblant les sites de production de drones iraniens, Téhéran a un besoin crucial de tous les drones qu'il peut fabriquer pour sa défense, ou pour une riposte menaçante. L'interdiction pour l'Iran d'exporter des drones vers la Russie est une arme à double tranchant. Le drone Shahid produit localement coûterait entre 10 000 et 50 000 $ selon le modèle. Mais les prix à l'exportation vers la Russie étaient apparemment bien plus élevés. Jusqu'à 104 millions de dollars pour des lots de drones et systèmes associés, une majoration énorme par rapport au coût de production. Cette différence a permis à l'Iran de financer sa recherche et sa production d'armes. En fournissant des armes à la Russie, l'Iran a renforcé sa propre défense et fait de la Russie l'un de ses plus grands investisseurs. Considérant cela, la guerre en Ukraine a pris une ampleur telle que les capacités d'exportation de l'Iran ne suffisent plus. Avec la guerre, Israël détournant des ressources vers l'équipement national, les deux pays ont à perdre. La Russie continuera d'utiliser les drones gérants renommés, dont l'efficacité face aux défenses ukrainiennes reste incertaine. Bien que l'Iran ne bénéficiera plus du soutien financier de la Russie, celle-ci lui fournit bien plus que du financement. Le président russe Vladimir Poutine a utilisé le Moyen-Orient comme un coup d'échec géopolitique destiné à détourner l'attention et les ressources de l'Occident de l'Ukraine. La présence de Moscou en Syrie, ses liens avec l'Iran et ses mercenaires en Libye étaient des mouvements calculés. Cette stratégie visant à disperser l'attention et les ressources de l'Europe et des États-Unis sur plusieurs fronts n'a eu qu'un succès limité. Le conflit Iran-Israël, loin de créer la diversion souhaitée par Poutine, renforce la détermination occidentale d'une façon qui menace les intérêts russes. Lorsque l'Iran a répondu aux attaques d'Israël avec des centaines de drones et de missiles, l'Europe n'a pas vu un autre conflit au Moyen-Orient nécessitant un équilibre diplomatique délicat. Elle y a vu la même démonstration d'autoritarisme contre laquelle l'Ukraine se bat depuis 3 ans. Et les dirigeants européens pourraient ne plus être intéressés par l'apaisement. Déjà des pays comme le Royaume-Uni et la France, deux nations disposant de stratégies cogébotes et d'armes de dissuasion nucléaire, ont avancé des idées de démonstration directe de force par le déploiement militaire. Quelque chose qui contraste directement avec les 3 années de discussions interminables sur le montant des dons suffisants pour permettre à l'Ukraine de se défendre, tout en évitant une escalade russe. Ces sentiments risquent de résonner davantage au sein des communautés européennes, alors qu'une nouvelle guerre éclate à proximité, menaçant de provoquer de nouveaux flux migratoires à la frontière. De plus, l'Europe est dans une position économique favorable. Fin mai, l'Union européenne a adopté le 17e paquet de sanctions économiques contre la Russie. Un nouveau paquet qui étouffe davantage la capacité de la Russie à accéder aux ressources, technologies et équipements clés pour sa machine de guerre. Plus la guerre dure, et plus l'Europe croit avoir l'avantage, plus elle peut resserrer l'étau autour de l'économie russe. La Russie a aussi continué d'exploiter le chaos au Moyen-Orient pour submerger les programmes humanitaires et économiques de l'Europe, poussant l'Union européenne à développer des programmes élargis pour aider un nombre croissant d'immigrants et de réfugiés. Mais le récent revirement politique dans certaines des plus grandes économies, qui adoptent des idéologies et des partis plus à droite, pourrait signifier la fin de cette tactique. L'Europe pourrait être tentée de soutenir des interventions militaires pour résoudre rapidement les conflits, évitant ainsi des crises de réfugiés prolongées, comme en Syrie. L'effondrement du régime d'Assad n'est pas dû à la politique européenne envers les réfugiés, mais à une action militaire décisive appuyée par des rebelles internes et une pression économique intense. Après la chute, la Russie s'est aussi discrètement retirée du pays, révélant que son emprise sur le pouvoir ne persiste que tant qu'elle ne fait pas face à une pression adéquate. Le rôle de la Russie en tant que soutien et guide stratégique pourrait s'effacer au-delà du Moyen-Orient. Poutine pourrait perdre sa position de leader idéologique des Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, le bloc économique qui était censé défier la domination occidentale et restaurer le statut de la Russie en tant que prétendante au rang de superpuissance mondiale. Les Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, une organisation internationale de 10 membres, dont le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud, l'Égypte, l'Éthiopie, l'Indonésie, l'Iran et les Émirats arabes unis, étaient essentiellement une création russe. L'ancien ministre russe des Affaires étrangères a mené une initiative pour réduire l'influence américaine dans le monde, notamment dans les ex-pays soviétiques et en développement. Pour Poutine, les Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud vont au-delà de la coopération économique. Ils permettent à la Russie de rallier le monde non occidental autour des intérêts russo-chinois. La crise iranienne brise complètement cette illusion. La réaction de la Chine face au conflit au Moyen-Orient révèle la nouvelle réalité. C'est Pékin, et non Moscou,
qui détermine en fin de compte la politique des Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. La Chine adopte une stratégie de neutralité soigneusement calculée, conçue pour se positionner comme le médiateur indispensable entre toutes les parties. D'un autre côté, l'agression de la Russie en Ukraine et son incapacité à imposer un cessez-le-feu efficace, dicté par les États-Unis, ont fait perdre à Vladimir Poutine sa crédibilité en tant que leader d'opinion et négociateur de paix. Ce n'est pas un hasard, mais le fruit de la colonisation économique systématique de la Russie par la Chine. Ces 3 dernières années, la Chine est devenue le soutien économique vital de la Russie, compromettant profondément la souveraineté de Moscou. En 2024, la Chine a acheté pour 82 milliards de combustibles fossiles russes, dépassant largement les 50 milliards, de l'Inde, soit environ un tiers des revenus totaux des exportations d'énergie de la Russie. Cette dépendance a un prix. Les entreprises chinoises peuvent désormais contrôler des chaînes d'approvisionnement cruciales dont la Russie a besoin pour son économie et son effort de guerre. Moscou dépend des fournisseurs chinois pour les semi-conducteurs, les terres rares et les machines industrielles nécessaires à la production d'armes, qui imposeront des conditions de plus en plus avantageuses. Pékin a exploité cette dépendance pour obtenir d'énormes rabais sur l'énergie russe, souvent de 30 à 40% en dessous des prix du marché, tout en se positionnant comme le seul fournisseur technologique fiable de la Russie. Le déséquilibre de pouvoir est évident lors des négociations énergétiques. Malgré les promesses de Poutine d'un accord gazier imminent entre la Russie et la Chine pour le gazoduc Force de Sibérie, Pékin tarde à finaliser les négociations. La Chine a demandé de payer le tarif intérieur pour cette exportation, soit 4 fois moins que ce qu'elle paie actuellement pour les structures existantes. Les négociateurs chinois savent que la Russie n'a pas d'alternative et peuvent donc attendre qu'elle abandonne sa contre-exigence pour s'aligner. La passivité de la Chine envers le conflit Iran-Israël signale à Moscou son attente précise du comportement russe et éviter l'affrontement avec l'Occident. Privilégier l'économie plutôt que le militaire et s'en remettre à la Chine sur les enjeux internationaux majeurs. Pour un régime qui a fondé sa légitimité sur sa puissance militaire et la remise en cause de l'Occident, c'est une humiliation majeure. La guerre en Iran accélère la chute de la Russie en disgrâce et sous l'emprise de la Chine. Alors que les partenariats de la Russie au Moyen-Orient s'effondrent et que ses clients européens en énergie disparaissent, Moscou devient plus dépendante de la Chine, la liant davantage à la politique extérieure de Pékin. Vladimir Poutine est confronté à un dilemme, continuer à soutenir l'Iran au risque de contrarier la Chine, ou délaisser son allié iranien et devenir un partenaire subordonné de la Chine. Les jours où la Russie pouvait se présenter comme l'adversaire idéologique direct de l'OTAN et de l'Europe sont comptés. La Chine tient à entretenir de bonnes relations avec le Moyen-Orient, principalement pour son pétrole et son gaz, ressources dont elle a besoin. C'est là que la Russie est un concurrent solide, avec quelque chose à gagner, mais pas suffisamment pour que cela compte sur le long terme. Le contrôle du détroit d'Ormuz par l'Iran lui donne une influence disproportionnée sur le commerce mondial et la géopolitique par rapport à sa taille et sa puissance militaire. En 2024, le flux de pétrole à travers le détroit a atteint en moyenne 20 millions de barils par jour, soit environ 20% de la consommation mondiale de liquide pétrolier. Toute perturbation de cette voie navigable vitale par l'Iran devrait profiter à la Russie en tant qu'exportateur de pétrole si le trafic est significativement bloqué ou perturbé. Les prix du pétrole pourraient s'envoler au-dessus de 100 $ le baril, atteignant potentiellement les niveaux records de près de 150 $ observés en 2008. Des prix pétroliers plus hauts devraient en signifier plus de revenus pour financer la guerre de Moscou, mais la situation est bien plus complexe. Alors que la Russie exporte du pétrole, c'est la Chine qui maintient le commerce entre le Moyen-Orient via le détroit d'Ormuz, avec d'autres membres des Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, comme l'Inde, la Corée du Sud et le Japon. Alliés historiques des États-Unis avec des accords de défense, dépendent aussi des livraisons de la péninsule arabique. En 2024, près de 20% du commerce mondial de gaz naturel liquéfié a transité par le détroit d'Ormuz, surtout depuis le Qatar. Quand l'Europe a coupé l'approvisionnement en gaz russe, elle s'est tournée vers le Qatar comme fournisseur principal. C'est le scénario cauchemardesque de Poutine. Avec la Russie et le Moyen-Orient coupés du commerce mondial légitime du pétrole et du gaz, les grandes économies chercheront d'autres sources. Le Canada, le Brésil et la Norvège sont de grands exportateurs de pétrole non impliqués dans des guerres internationales ou des controverses géopolitiques. Ils peuvent se positionner comme des alternatives bien plus attractives au pétrole russe sur le marché mondial. Alors que la Russie est confrontée à un réseau de sanctions complexes, à des flottes fantômes et à l'isolement international, ces pays peuvent offrir des approvisionnements énergétiques stables et sans sanctions aux marchés mondiaux inquiets. Le ministère russe des Finances a revu à la baisse ses prévisions de revenus pétroliers et gaziers,
Pour 2025 à 8, 3,2 billions de roubles, soit environ 101 millions d'euros. 47 milliards, soit 3,7% du produit intérieur brut, contre 10,94 billions de roubles, soit 5,1% du produit intérieur brut. La crise iranienne risque d'accélérer la baisse des prix du pétrole et la diminution de la demande. Si les acheteurs mondiaux cherchent des alternatives stables au pétrole iranien et russe, la Russie se retrouve dans la pire position possible. Elle subit des coûts de production plus élevés, à cause des sanctions et de l'isolement international, ainsi qu'un accès réduit au marché, les acheteurs préférant des approvisionnements plus fiables. Même la Chine, principal client énergétique russe, utilise cet avantage pour exiger d'importantes réductions de prix à Moscou. La capacité de la Russie à maintenir ses revenus pétroliers, malgré les sanctions, dépend presque entièrement de ce qu'on appelle la flotte fantôme. Une immense armada de pétroliers vieillissants et souvent inaptes à la navigation transporte le brut russe sous pavillon étranger pour échapper à la détection. L'ampleur de cette opération est stupéfiante. Selon certaines estimations, entre 350 et 600 navires fantômes russes sont utilisés pour transporter du pétrole brut, représentant près d'un cinquième de la flotte mondiale de transport maritime de pétrole brut. De plus, la flotte fantôme menace même l'Union européenne. Certains pays paient en réalité plus pour le pétrole russe en secret qu'ils n'allouent de fonds pour les dons à l'Ukraine. Ce n'est pas seulement une évasion des sanctions, c'est l'épine dorsale de l'économie de guerre russe. Sans la flotte fantôme, Moscou perdrait plus de 75% de sa capacité d'exportation maritime de pétrole, ce qui finance directement son effort de guerre. Le conflit Iran-Israël transforme cet atout en un passif désastreux. Avec l'intensification des tensions au Moyen-Orient, les forces navales américaines et européennes peuvent significativement renforcer les opérations de surveillance et d'interdiction dans la région. Les eaux utilisées par la flotte fantôme pour transporter le pétrole russe en Asie pourraient devenir des zones de chasse pour les marines occidentales voulant prévenir des représailles iraniennes contre la navigation. Les sanctions de l'Union européenne interdisent de plus en plus aux navires suspectés d'appartenir à la flotte fantôme d'accéder aux ports européens. Le Danemark, la Suède, la Pologne, la Finlande, l'Estonie et le Royaume-Uni inspectent les certificats d'assurance des pétroliers sur les routes de la flotte fantôme. La crise iranienne justifie une extension considérable de ces opérations. Les navires de la flotte fantôme dépendent de l'évitement des contrôles, opèrent en eaux internationales avec peu de surveillance et maintiennent un déni plausible sur l'origine de leur cargaison. Mais une guerre dans le golfe Persique, l'un des points névralgiques du commerce pétrolier maritime, signifie que les navires deviendront encore plus une marchandise. Surveillés par satellite et soumis à des protocoles stricts pour empêcher l'entrée ou la sortie d'équipements militaires iraniens ou des attaques terroristes. La pression sur les vieux navires russes s'intensifie à chaque attaque d'Israël et de l'Iran. De nombreux navires naviguent déjà à la limite de la navigabilité. Ce sont des pétroliers vétustes, mal entretenus avec un équipement de sécurité minimal et des équipages disposés à travailler illégalement pour de l'argent liquide. Pendant la guerre, avec les marines occidentales traquant les menaces potentielles, ces navires deviennent des cibles faciles. Leur statut illégal les empêche de demander une protection navale, une assistance en eaux internationales et d'accoster dans la plupart des ports régionaux pour se ravitailler ou effectuer des réparations. La baisse actuelle du commerce pétrolier russe pourrait être aggravée par cette mesure. La Russie a déjà augmenté ses dépenses publiques pour la défense nationale à environ 6,3% du produit intérieur brut, un niveau record depuis la guerre froide. Cette économie de guerre détourne des fonds de presque tous les autres secteurs vers le complexe militaro-industriel. Toutefois, cela dépend de deux hypothèses clés que le conflit iranien réduit à néant. L'Europe restera dépendante des exportations d'énergie russe. La Russie peut continuer d'utiliser les menaces nucléaires et le chantage énergétique pour contrôler les réactions européennes à la guerre en Ukraine. Les deux hypothèses sont désormais clairement fausses. Les importations de gaz russe en Europe sont passées de 40% en 2021 à seulement 11% en 2024. L'Union européenne s'est engagée à cesser toutes les importations de gaz russe d'ici 2027. Plus importante encore, l'Europe a surmonté plusieurs crises énergétiques, prouvant qu'elle peut fonctionner sans l'énergie russe si nécessaire. Alors que les approvisionnements énergétiques du Moyen-Orient risquent de devenir peu fiables, les pays européens intensifient leurs investissements dans les énergies renouvelables et diversifient leurs chaînes d'approvisionnement. Cela exclut les sources russes et iraniennes. Par exemple, l'Allemagne envisage de rouvrir ses réacteurs nucléaires malgré leur fermeture en 2023, conséquence indirecte des catastrophes de Tchernobyl et de Fukushima. Mais de loin, la conséquence la plus dévastatrice de la guerre en Iran pour la Russie n'est ni économique ni militaire, elle est psychologique. Les pays européens sont de plus en plus sceptiques sur la possibilité d'obtenir la paix seulement par l'aide économique et militaire.
Les dons de l'OTAN à l'Ukraine ont empêché des victoires russes, mais n'ont pas encore imposé une défaite à la Russie. Mais lors des premières heures du conflit Iran-Israël, les États-Unis ont, de manière inattendue, lancé la première offensive, visant à détruire les sites suspectés d'enrichissement nucléaire. Cela suggère que l'Europe pourrait suivre cet exemple dans sa détermination, peut-être pas par une action militaire directe. Ces derniers mois, les principales économies européennes ont revu et augmenté leur budget militaire, et se sont positionnées pour agir indépendamment des États-Unis. Sur le plan géopolitique mondial, c'est le pire cauchemar de Poutine. Une Europe qui s'est affranchie de sa dépendance énergétique à la Russie, a su résister aux tempêtes économiques et a démontré sa volonté d'imposer des mesures agressives pour contraindre la Russie en Ukraine. La guerre en Iran paralysera non seulement la machine de guerre russe, mais mettra aussi fin à la capacité de Poutine à soutenir le conflit en Ukraine. Quand cela arrivera, le dirigeant russe, autrefois à la tête d'un empire énergétique majeur, dirigera un État isolé et économiquement dévasté, incapable de projeter sa puissance au-delà de ses frontières. Si cette vidéo vous a plu, pensez à regarder nos prédictions sur l'issue possible de la guerre Israël-Iran. Pour plus d'analyses sur l'impact des conflits mondiaux sur l'équilibre des puissances, abonnez-vous à The Military Show, afin de suivre les derniers développements qui pourraient changer le monde.